Bonjour à tous. Je vous retrouve pour la lecture de la partie 6 de Hercule Poirot, le Noël d'Hercule Poirot, pour tout vous dire. Donc on a eu les 5 premières parties en enregistrement et puis là je vais continuer. Je vous retrouve avec mon petit thé en mode cosy à côté du feu. Donc j'espère que vous aussi vous apprécierez ce moment. Sixième partie, 27 décembre. Chapitre 1. Alfred Lee poussa un soupir. Ça s'est passé mieux que je le craignais. Il sortait tout juste du tribunal. Monsieur Charlton, notaire de la vieille école, à l'œil bleu, circonspect, s'y était rendu également et en était revenu avec eux. Je vous l'avais bien dit que ce n'était qu'une simple formalité et que l'affaire serait renvoyée pour supplément d'enquête. Tout ceci est très déplaisant. On ne peut plus déplaisant, intervint George Lee, extrêmement mortifié. Quelle situation! Pour ma part, je suis convaincu que le meurtre a été commis par un fou qui a réussi à s'introduire dans la maison. Mais ce Sugden est têtu comme une mule. Le colonel Johnson devrait faire appel à Scotland Yard. Cette police locale est nulle. De vrais pecnos. Où en sont-ils à propos de Horbury, par exemple? Le bruit court que son passé est plus que douteux. Mais il en faut apparemment davantage pour émouvoir la police. Que voulez-vous? Fit M. Charlton. Il apparaît que votre Horbury a un alibi satisfaisant pour l'heure en question. À tout le moins, la police l'a jugé telle. Et pourquoi donc? Fulmina George. À leur place, je n'accepterais un tel alibi qu'avec réserve, avec les plus extrêmes réserves. Un criminel a toujours un alibi, cela va de soi. Le rôle de la police, c'est précisément de le démolir, enfin, quand elle connaît son travail. Allons, allons, le gronda gentiment M. Charlton. Je ne pense pas que ce soit à nous d'apprendre à la police son métier. Ce sont des gars très compétents dans l'ensemble. Georges secoua sombrement la tête. Il faudrait exiger l'intervention de Scotland Yard. Je ne suis pas du tout satisfait du superintendant Sugden. Il se donne peut-être du mal, mais il n'est franchement pas brillant. Je ne suis pas d'accord avec vous, protesta M. Charlton. Sugden est un bon policier. Il se garde de jouer les matamores, ce qui ne l'empêche pas d'obtenir des résultats. Je suis sûr que la police fait de son mieux, intervint Lydia. Un verre de sherry, monsieur Charlton? Monsieur Charlton déclina poliment. Puis, il s'éclaircit la gorge et, en présence de tous les membres de la famille, procéda à la lecture du testament. Il lisait avec une certaine délectation, se gargarisant de la phraséologie la plus alambiquée, savourant la technicité du document. Une fois sa lecture terminée, il ôta ses lunettes, les essuya et promena sur l'assemblée un regard interrogateur. Tout ce jargon juridique est un peu difficile à suivre, dit Harry Lee. Donnez-nous les grandes lignes, voulez-vous? Pourtant, dit M. Charlton, ce testament est d'une parfaite limpidité. Seigneur, ricana Harry. Alors qu'est-ce que ce serait qu'un testament compliqué? M. Charlton se moucha d'un regard froid. Les dispositions principales sont fort simples. La moitié de la fortune de M. Lee revient à son fils, M. Alfred Lee. Le reste est divisé en parts égales entre ses autres enfants. Harry eut un rire mauvais. Comme toujours, Alfred a touché le gros lot. La moitié de la fortune de mon père. C'est toi le petit vénard, hein, Alfred? Alfred rougit. Alfred a toujours été un fils loyal et dévoué, dit sèchement Lydia. Il s'est occupé de l'affaire familiale pendant des années et en a porté seul le poids. Oh, ça alors. Ça, d'accord, grinça Harry. Alfred a toujours été le bon fils à son papa. Tu devrais déjà t'estimer heureux que mon père t'ait laissé quelque chose, répliqua Alfred. Harry renversa la tête et se mit à rire. Tu aurais voulu qu'il me déshérite, purement et simplement, c'est ça? Tu n'as jamais pu me voir en peinture. M. Charlton tout sauta. Il n'était que trop habitué aux scènes pénibles qui suivaient l'ouverture d'un testament.
Et là, il avait hâte de s'éclipser avant que ça ne dégénère pour de bon. Il murmura. Je crois que Mrs. Travados n'est pas mentionnée dans le testament. Ne reçoit-elle pas la part de sa mère? Si, la señora Estravados avait vécu, expliqua... Si la señora Estravados avait vécu, expliqua le notaire, elle aurait bien reçu une part égale au vôtre, mais comme elle est morte, la part qui aurait dû lui revenir réintègre la succession pour être partagée entre vous. Alors, je n'ai rien, dit lentement Pilar, et sa voix sembla soudain plus latine, plus exotique. Ma chérie, s'exclama Lydia, la famille est pourvoira, bien sûr. Vous pourrez vous installer ici avec Alfred. Hein, Alfred, dit Georges. Nous, vous êtes notre nièce, nous ferons notre devoir. Nous serons toujours heureux d'avoir Pilar avec nous, dit Hilda. Elle devrait avoir sa part, elle devrait avoir l'héritage de Jennifer, protesta Harry, tandis que M. Charlton murmurait. Bon, il faut vraiment que je parte. Au revoir, Madame Lee. Si je peux faire quelque chose, n'hésitez pas, à votre entière disposition. Il prit la fuite. Son expérience lui permettait de juger que tous les ingrédients étaient réunis pour une empoignade familiale. Au moment où la porte se refermait sur lui, Lydia disait d'une voix ferme. « Je suis d'accord avec Harry. Je pense que Pilar a droit à sa part. Ce testament a été fait des années avant la mort de Jennifer. »« Absurde !» s'écria Georges. « Proposition inconvenante et illégale, Lydia. La loi est la loi. Nous devons nous y conformer. » « Ce n'est pas de chance, » appuya Magdalene. « Et nous sommes tous désolés pour Pilar, bien sûr. Mais Georges a raison. Comme il dit, la loi est la loi. » Lydia se leva et prit Pilar par la main. « Ma chérie, dit-elle, tout ceci doit être très déplaisant pour vous. Voulez-vous nous laisser pendant que nous discutons de cette question ?» Elle mena la jeune fille vers la porte. « Ne vous inquiétez pas, Pilar chérie. Laissez-moi faire. » Pilar sortit de la pièce à pas lents. Lydia fermait la porte derrière elle et se retourna vers les autres. Il y eut un moment de silence pendant lequel tout le monde retint son souffle. L'instant d'après, la mêlée était générale. « Tu as toujours été un sale rapia, Georges. »« En tout cas, répliqua Georges, je n'ai jamais été un parasite et un tapeur. Tu veux rire, oui, tu n'as jamais rien fait d'autre que de vivre au crochet de père. Tu as l'air d'oublier ma position, mes responsabilités. » « Responsabilité, mon œil, tu remues beaucoup d'air, c'est tout ce que tu sais faire. »« Comment osez-vous » glapit Magdalene. La voix calme de Hilda s'éleva au-dessus du tumulte. « Ne pourrions-nous pas nous contenter de discuter calmement ?» Lydia lui lança un regard reconnaissant. « Tout ce déballage sordide pour une question de gros sous, » intervint David avec une soudaine violence. « Est-ce vraiment nécessaire ?»« Vous me faites rire avec votre grandeur d'âme, » siffla Magdalene, venimeuse. « Vous n'allez pas refuser votre part, n'est-ce pas? Vous voulez votre argent tout autant que nous tous. Tout ce beau détachement, ça n'est que de la pose. » « Vous pensez que je devrais le refuser ?» dit David d'une voix étranglée. « Je me demande en effet si... » « Bien sûr que non, » répliqua vivement Hilda. « Faut-il vraiment que nous nous comportions comme des enfants? Alfred, vous êtes le chef de la famille. » Alfred parut sortir d'un rêve. « Je vous demande pardon, mais si vous me permettez tout, si vous vous mettez tous à crier en même temps, je ne sais plus où j'en suis. » « Comme Hilda vient de le dire, reprit Lydia, nous ne sommes pas forcés de nous comporter comme des gamins voraces. Parlons calmement, raisonnablement, et chacun son tour. Alfred d'abord, puisque c'est lui l'aîné. Alfred, dis-nous ce que tu en penses. Que devons-nous faire à propos de Pilar? Elle doit s'installer ici, c'est certain, répondit-il lentement. Et nous devrions lui verser une rente. Je ne vois pas quel est le droit légal sur l'argent qui aurait dû revenir à sa mère. Et de plus, ce n'est pas une Lee, elle est citoyenne espagnole. Un droit légal, non, répliqua Lydia, mais j'estime qu'elle a un droit moral sur cet argent. Tel que j'en peux juger, eh bien, qu'elle ait épousé un Espagnol contre son gré, ton père avait reconnu à sa fille un droit légal à hériter.
George, Harry, David et Jennifer devaient recevoir chacun une part égale. Jennifer n'est morte que l'an dernier, et je suis certaine qu'il avait l'intention de mettre Pilar en bonne place dans son Nouveau Testament. Il lui aurait au moins attribué la part de sa mère, et il aurait peut-être fait bien davantage. N'oubliez pas qu'elle est son unique petite fille. Je crois que le moins que nous puissions faire, c'est d'essayer de réparer une injustice que votre père lui-même s'apprêtait à corriger. Alfred approuva avec chaleur. Bien dit, Lydia. J'avais tort. Pilar doit recevoir la part qu'aurait eue Jennifer. Je suis d'accord. À vous, Harry, dit Lydia. Je suis d'accord, comme je vous l'ai déjà dit. Je trouve que Lydia a très clairement exposé la situation et je tiens à préciser que je l'en admire. George demanda Lydia. George était cramoisi. En aucun cas, bafouilla-t-il, c'est complètement aberrant. Qu'on lui donne un foyer et une pension décente pour qu'elle ait de quoi se vêtir, c'est amplement suffisant. Alors tu refuses de coopérer, dit Alfred. Catégoriquement. Et il a parfaitement raison, s'écria Magdalene. Cette suggestion est tout bonnement scandaleuse. Si on considère que George est le seul de la famille à avoir jamais fait quoi que ce soit dans sa vie, je trouve déjà honteux que son père lui ait laissé si peu. David, dit Lydia. Oh, j'estime que vous n'avez pas tort, répondit David, l'esprit ailleurs. On aurait pu s'épargner ces disputes sordides. Vous avez tout à fait raison, Lydia, approuva Hilda. Ce n'est que justice. Harry jeta un regard à la ronde. Eh bien, dit-il, c'est clair. Alfred, moi-même et David soutenons la motion. George est contre. Les oui l'emportent. Il n'est pas question de oui ou de non, tonna George. Ma part de l'héritage de mon père me revient en toute propriété. Je n'en céderai pas un penny. Sûrement pas, appuya Magdalene. Si vous voulez vous abstenir, dit sèchement Lydia, c'est votre affaire. À nous tous, nous compenserons votre participation. Elle jeta un regard circulaire et les autres hochèrent de la tête. Alfred se taille la part du lion, dit Harry. C'est lui qui devrait casquer le plus. Je vois que tes propositions désintéressées ne tiennent pas longtemps, dit Alfred. Hilda intervint d'un ton ferme. Ne recommençons pas. Lydia va dire à Pilar que nous avons décidé ce que nous avons décidé. Les détails peuvent être réglés plus tard. Et pour faire diversion, elle ajouta. Je me demande où sont passés M. Fer et M. Poirot. Nous avons laissé Poirot au village en allant au tribunal, répondit Alfred. Il avait une course importante à faire. Pourquoi n'est-il pas venu à l'audience s'étonna Harry. Il aurait dû être là. Peut-être savait-il que ce serait sans intérêt, dit Lydia. Qui est dans le jardin là-bas? Le superintendant Sugden ou M. Fer? Les efforts des deux femmes furent enfin récompensés. Le conclave prit fin. Lydia prit Hilda à part. Merci, Hilda. Heureusement que vous étiez là pour me soutenir. Je ne peux pas vous dire à quel point votre présence me fait du bien. Curieux, dit celle-ci, songeuse. Comme l'argent peut faire perdre la tête. Les autres avaient quitté la pièce. Les deux femmes étaient seules. Oui, approuva Lydia. Même Harry, et pourtant c'était sa position. Et mon pauvre Alfred, il est si britannique. Ça lui déplaît, au fond, que l'argent d'Ellie aille à une citoyenne espagnole. Hilda sourit. Croyez-vous que nous, les femmes, nous sommes plus désintéressées? Lydia haussa légèrement ses épaules gracieuses. Eh bien, vous savez, ce n'est pas vraiment notre argent. Pas notre argent à nous. C'est peut-être ça qui fait la différence. C'est une gamine bizarre, dit Hilda d'un ton pensif. Pilar, je veux dire. Je me demande ce qu'elle va devenir. Lydia soupira. Je suis contente qu'elle soit financièrement indépendante. Vivre ici, au bout de la table, avec 3 sous pour pouvoir s'habiller, ne lui aurait guère plu. Je pense. Elle est trop fière et, je crois aussi, trop étrangère. Elle ajouta rêveuse. Une fois, j'ai rapporté d'Égypte un beau collier en lapis. Là-bas, contre le soleil et le sable, il avait une couleur merveilleuse, un bleu chaud, brillant,
Mais à la maison, le bleu avait perdu tout son éclat. Ce n'était plus qu'un rang de pierres ternes, sombres. « Je comprends, » dit Hilda. « Je suis si heureuse que vous connaître enfin, vous et David, » dit gentiment Lydia. « Je suis contente que vous soyez venus, tous les deux. » Hilda soupira. « Dieu sait que je l'ai regretté ces derniers jours. »« Je m'en doute, mais vous savez, Hilda, le choc n'a pas affecté David autant qu'on aurait pu le craindre. Je veux dire, il est si sensible. Il aurait pu en ressortir complètement brisé. En réalité, il n'a jamais eu l'air aussi bien que depuis le meurtre. » Hilda accusa le coup. « Ah, vous avez remarqué ça ? C'est assez affreux en un sens, mais oh, Lydia, c'est indéniable. » Elle resta silencieuse quelques instants, repensant aux paroles prononcées par son mari pas plus tard que la nuit précédente. Le regard ardent, ramenant ses cheveux blonds en arrière, il avait déclaré « Hilda, tu te souviens dans Tosca, quand Scarpia est mort et que Tosca allume des cierges à sa tête et à ses pieds. Tu te rappelles de ce qu'elle dit ? À présent, je peux lui pardonner. C'est ce que je ressens à propos de père. Je vois maintenant que pendant toutes ces années, j'ai été incapable de lui pardonner, et pourtant je le souhaitais vraiment. Mais non, maintenant, il n'y a plus de haine en moi. Tout est effacé. Et je sens, oh, j'ai l'impression d'être délivrée d'un poids écrasant. Elle avait demandé, luttant contre une sourde crainte. « Parce qu'il est mort ?» Il avait répondu très vite, tout vibrant de ferveur. « Non, non, tu ne comprends pas. Pas parce qu'il est mort, mais parce que ma stupide haine, ma haine infantile, est morte. » Hilda réfléchissait à ces paroles à présent. Elle aurait voulu les répéter à la femme qui se tenait à son côté, mais elle sentit instinctivement qu'il était plus sage de n'en rien faire. Elles sortirent toutes les deux du salon. Magdalene était là, dans le hall, près de la table, un petit paquet à la main. Elle sursauta en les voyant. « Oh, dit-elle, ce doit être la course importante de monsieur Poirot. Je viens de le voir la déposer ici. Je me demande ce que c'est. » Elle les regarda tour à tour, avec un petit gloussement, mais ses yeux, durs et inquiets, contredisaient la gaieté affectée de ses paroles. Lydia haussa les sourcils. « Il faut que j'aille faire ma toilette pour le déjeuner, dit-elle. » Magdalene reprit sur le même ton puéril, impuissant à dissimuler l'accent désespéré de sa voix. « Il faut absolument que je regarde !» Elle défit le papier et poussa un cri aigu en regardant dans sa main. Lydia s'arrêta, Hilda aussi. Les deux femmes vinrent voir à leur tour. « Une fausse moustache !» dit Magdalene d'une voix effarée. « Mais pourquoi ?» ?»« Un déguisement ?» suggéra Hilda sans y croire. « Pourtant… » Lydia termina à sa place. « Pourtant, monsieur Poirot a une très belle moustache bien à lui. » Magdalene refit le paquet. « Je ne comprends pas. C'est complètement dément. Pourquoi monsieur Poirot a-t-il acheté une fausse moustache ?» Chapitre 2. En sortant du salon, Pilar tomba sur Stephen Fair, qui arrivait par la porte du jardin. « Alors, le conclave est terminé ? Le testament a été lu ? » demanda-t-il. « Je n'ai rien du tout, dit Pilar, la gorge serrée. C'est un testament qu'il avait fait il y a des années. Mon grand-père avait laissé de l'argent à ma mère, mais comme elle est morte, ça leur revient à eux, pas à moi. »« Ça ne paraît pas très juste, dit Stephen. Si ce pauvre vieux avait vécu, reprit Pilar, il aurait fait un autre testament. Il m'aurait laissé de l'argent à moi, plein d'argent. Peut-être qu'avec le temps, il m'aurait laissé tout son argent. » Stephen sourit. Ça n'aurait pas été très juste non plus, non ? Pourquoi pas ? Ça aurait été parce qu'il me préférait, voilà tout. Quelle gourmande vous êtes, une vraie petite chercheuse d'or.
Le monde est très cruel pour les femmes, répondit sobrement Pilar. Elles doivent mettre les bouchées doubles et amasser le maximum tant qu'elles sont jeunes, parce que, quand on est vieux et laid, plus personne ne lèvera le petit doigt pour vous. C'est assez exact, répondit gravement Stephen. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Alfred Lee, par exemple, malgré tout ce que son père lui faisait subir, eh bien, il l'aimait réellement. Pilar releva fièrement le menton. Alfred est un crétin, assonna-t-elle. Stephen se mit à rire. Allez, ne vous inquiétez pas, charmante Pilar. Les Lee seront obligés de s'occuper de vous, vous savez. Pilar prit un air lamentable. Ça ne va pas être très amusant, ça. Non, j'ai bien peur que non, en effet. Je vous vois mal habiter ici, Pilar. Ça vous irait de venir en Afrique du Sud? Pilar fit oui de la tête, et Stephen poursuivit. Il y a du soleil là-bas, et de l'espace, mais le travail y est dur. Vous êtes travailleuse, Pilar? Je ne sais pas, dit-elle dubitative. Vous préférez vous empiffrer de sucreries toute la sainte journée à votre balcon? Et devenir une grosse dondon avec un triple menton? Pilar se mit à rire. Ah, voilà qui est mieux, dit Stephen. Je vous ai fait rire. Je croyais que j'allais m'amuser pour Noël, gémit Pilar. Dans les livres que j'ai lus, c'est très gai, un Noël anglais. On mange des raisins flambés, il y a du pudding couronné de flammes, et un machin qu'on appelle une bûche de Noël. Ah, il faut que vous ayez un vrai Noël, sans meurtre. Venez par ici, Lydia m'a montré tout ça hier. C'est sa réserve. Il amena jusqu'à une petite pièce à peine plus grande qu'un placard. Regardez, Pilar. Des boîtes et des boîtes de petits gâteaux, de fruits confits, d'oranges, de dattes et de noix. Et là... Oh! S'exclama Pilar en battant des mains. Comme c'est joli, ces boules dorées et argentées. C'est pour accrocher au sapin, avec les cadeaux pour les domestiques. Et ça, ce sont les petits bonhommes de neige tout brillants de givre que l'on met sur la table du réveillon. Et il y a des ballons de toutes les couleurs, qui ne demandent qu'à être gonflés. Oh! S'écria encore Pilar, les yeux brillants. Est-ce qu'on peut en gonfler un? Lydia ne dira rien, j'adore les ballons. Quel bébé vous faites, dit Stephen. Alors, lequel voulez-vous? Le rouge, dit Pilar. Ils choisirent leur ballon et se mirent à souffler dedans en gonflant les joues. Pilar s'arrêta de souffler pour rire, et son ballon se dégonfla. Vous avez l'air si drôle avec vos joues énormes quand vous soufflez. Son rire sonna haut et clair. Puis elle se remit à souffler avec application. Ils nouèrent soigneusement l'extrémité des ballons et se mirent à jouer avec en les envoyant en l'air du plat de la main. Là-bas, dans le hall, on aurait plus de place, dit Pilar. Il s'envoyait les ballons en riant quand Poirot traversa le hall. Il les contempla avec indulgence. Alors, on fait joujou, comme les enfants? C'est gentil, ça. Le mien, c'est le rouge, expliqua Pilar, tout essoufflé. Il est plus gros que le sien, bien plus gros. Si on l'envoyait dehors, il s'envolerait dans le ciel. Envoyons-les dans le ciel et faisons un vœu, dit Stephen. Oh oui, bonne idée. Pilar courut vers la porte du jardin, suivie de Stephen. Poirot fermait la marche, l'air toujours aussi indulgent. Je vais souhaiter plein d'argent, annonça Pilar. Elle se dressa sur la pointe des pieds, le ballon au bout de son fil, oscilla doucement sous la caresse du vent. Pilar le lâcha, et il s'en alla flotter au loin, porté par la brise. Il ne faut pas dire votre vœu tout haut, dit Stephen en riant. Non, pourquoi pas? Parce qu'il ne se réalisera pas. Maintenant, je vais faire le mien. Il lâcha son ballon, mais il eut moins de chance. Le ballon partit à l'horizontale, s'accrocha dans une touffe de buis et éclata avec un bruit sec. Pilar se précipita. Il est mort, annonça-t-elle d'une voix tragique. Et, tout en remuant du pied le petit lambeau de caoutchouc, elle ajouta. Alors, c'est ça que j'ai ramassé dans la chambre de grand-père. Lui aussi, il avait eu un ballon, sauf que le sien était rose. Poirot lança une brusque exclamation,
Et Pilar se tourna vers lui d'un air interrogateur. « Ce n'est rien, dit Poirot. Je me suis torché. Non, pardon, tordu le pied. » Il se retourna et contempla la maison. « Que de fenêtres, dit-il. Une maison, mademoiselle, a des yeux. Et des oreilles aussi. Il est vraiment regrettable que les Anglais aient un goût aussi prononcé pour des fenêtres ouvertes. » Lydia apparut sur la terrasse. « Le déjeuner est prêt, dit-elle. Pilar, ma chérie, nous avons tout réglé pour le mieux. Alfred vous expliquera en détail après le déjeuner. Passons-nous à table ?» Ils regagnèrent la maison. Poirot fermait la marche. Il avait l'air grave. Chapitre 3. Le déjeuner venait de s'achever. En sortant de table, Alfred s'adressa à Pilar. « Vous venez dans mon bureau ? Nous avons à parler. » Et il l'entraîna vers son cabinet de travail, dont il referma la porte derrière eux. Les autres s'installèrent au salon. Seul Hercule Poirot resta dans le hall, à contempler pensivement la porte close du bureau. Il eut soudain conscience que le vieux majordome rôdait autour de lui, l'air mal à l'aise. « Oui, Tressiliane, qu'y a-t-il » Le vieil homme paraissait troublé. Il finit par dire : « Je souhaitais parler à monsieur Lee, mais je ne veux pas le déranger maintenant. »« Il s'est passé quelque chose » demanda Poirot. « C'est tellement bizarre. Ça n'a aucun sens. »« Dites-moi, » insista Poirot. Tressiliane hésita, puis il se lança. « Eh bien, voilà, monsieur. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait 2 gros boulets de canon à l'entrée, un de chaque côté de la porte. 2 grosses boules en pierre très lourdes. Eh bien, monsieur, l'une d'elles a disparu. » Hercule Poirot haussa les sourcils. « Depuis quand ?»« Elles étaient là toutes les 2 ce matin, monsieur. J'en mettrai ma tête à couper. » »« Allons voir ça. » Ils sortirent tous 2 sur le perron. Poirot se pencha pour examiner le boulet restant. Quand il se leva, son visage était très grave. « Qui aurait l'idée de voler une chose pareille, monsieur ?» chevrota Tressiliane. « Ça n'a aucun sens. »« Je n'aime pas ça, » dit Poirot. « Je n'aime pas ça du tout. » Tressiliane le regarda avec anxiété. Il se mit à parler d'une voix fatiguée. « Qu'est-il arrivé à cette maison, monsieur ? Depuis que le maître a été assassiné, on dirait que tout va de travers. J'ai sans arrêt l'impression de marcher dans un rêve. Je mélange tout. Et par moments, je me dis que je ne peux plus faire confiance à mes propres yeux. »« Vous avez tort, » dit Hercule Poirot en hochant énergiquement la tête. « C'est précisément à vos propres yeux que vous devez faire confiance. » Tressiliane secoua la tête. « Ma vue est mauvaise. Je n'ai plus d'aussi bons yeux qu'autrefois. Je confonds les choses et les gens. Je deviens trop vieux pour faire mon travail. » Hercule Poirot lui tapota l'épaule. « Courage. »« Merci, monsieur. Vous le dites gentiment. Je le sais bien. Mais ça ne change rien. Je me fais vieux. J'en reviens toujours à l'ancien temps et aux anciens visages. Miss Jenny et Master David et Master Alfred. Je les vois toujours comme des jeunes gens et des jeunes demoiselles. Depuis le soir où monsieur Harry est revenu à la maison. »« Oui, » dit Poirot avec un hochement de tête. « C'est bien ce que je pensais. Vous avez dit tout à l'heure, depuis que mon maître a été assassiné. Mais c'est en fait avant que tout a commencé. C'est depuis que monsieur Harry est revenu à la maison, n'est-ce pas, que les choses ont commencé à changer et à paraître irréelles. »« Vous avez tout à fait raison, monsieur, » admit le majordome. « C'est à ce moment-là. Monsieur Harry a toujours amené le double de cette maison, le trouble dans cette maison, même dans le bon vieux temps. » Son regard vint se poser sur l'emplacement vide. « Qui peut bien avoir pris ce boulet, monsieur ?» chuchota-t-il. « Et pourquoi ? On se croirait dans une maison de fous. » Poirot le fit taire.
Ce n'est pas de la folie que j'ai peur, c'est de la saine logique, dit-il d'un ton grave. Quelqu'un, Tressilian, est en grand danger. Il tourna les talons et rentra dans la maison. Pilar sortait précipitamment du bureau. Ses joues étaient en feu. Elle avait la tête haute et l'œil étincelant. Comme Poirot s'approchait d'elle, elle tapa soudain du pied en criant « Je n'accepterai pas !»« Qu'est-ce que vous n'accepterez pas, mademoiselle ?» s'enquit Poirot en haussant les sourcils. « Alfred vient de me dire que j'allais toucher la part de ma mère dans l'héritage de grand-père. » Eh bien, il a dit que je n'y avais pas le droit selon la loi, mais que Lydia, les autres et lui considèrent qu'elle doit me revenir. Ils disent que c'est une question de justice. Alors, ils vont me la donner. Eh bien, répéta Poirot. Pilar tapa du pied encore une fois. Vous ne comprenez pas. Il me la donne. Il me la donne. Et alors, devez-vous en prendre ombrage, puisqu'ils ont raison et qu'en toute justice cet argent doit vous revenir. Vous ne comprenez pas, répéta Pilar. Détrompez-vous, dit Poirot, je comprends très bien. Oh! Elle lui tourna le dos avec fureur. La sonnette de l'entrée retentit. Poirot jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit la silhouette du superintendant Sugden à travers la vitre dépolie. « Où allez-vous » demanda-t-il en toute hâte. « Dans le salon, » grommela Pilar, maussade. « Rejoindre les autres. »« Bien, » dit Poirot très vite. « Restez avec eux. Ne vous promenez pas dans la maison toute seule, surtout après la tombée de la nuit. Soyez sur vos gardes. Vous êtes encore en danger, mademoiselle. Vous ne serez jamais en aussi grand danger qu'aujourd'hui. » Il se détourna brusquement et alla à la rencontre de Sugden. Ce dernier attendit que Tressilian soit retourné à l'office pour agiter un câble sous le nez de Poirot. « Cette fois, ça y est, dit-il. Lisez. Ça émane de la police d'Afrique du Sud. » Le câble disait « Le fils unique d'Ebenezer Fair est mort il y a 2 ans. » « À présent, nous savons, dit Sugden. C'est drôle. J'étais sur une toute autre piste. » Chapitre 4. Pilar entra au salon, bille en tête. Elle marcha droit sur Lydia, assise près de la fenêtre, un tricot à la main. « Lydia, je suis venue vous dire que je ne prendrai pas cet argent. Je m'en vais, tout de suite. » Lydia parut stupéfaite. Elle laissa tomber son tricot. « Ma chère petite, Alfred a dû très mal s'expliquer. Ce n'est pas du tout de la charité, si c'est cela que vous pensez. Vraiment, ce n'est ni de la gentillesse, ni de la générosité de notre part. C'est une simple question de justice. C'est le cours normal des choses. Votre mère aurait hérité de cet argent qui vous serait revenu ensuite. C'est votre droit, le droit du sang. Il ne s'agit pas de charité, mais de justice. » « Et c'est bien pour ça que je ne peux pas le prendre, » dit Pilar avec fureur. « Pas quand vous parlez comme ça, pas quand vous êtes comme ça. Ça m'a bien plu de venir ici, c'était amusant, c'était une aventure, mais maintenant vous avez tout gâché. Je m'en vais tout de suite, et vous serez débarrassé de moi pour toujours. » Sa voix s'étrangla. Elle fit volte-face et sortit du salon en courant. Lydia la regarda partir, bouche bée. « Je n'imaginais pas qu'elle le prendrait comme ça, » dit-elle d'un ton navré. « Cette petite a l'air complètement bouleversée, » remarqua Hilda. Georges s'éclaircit la voix avec componction. « Comme je le soulignais ce matin, le principe même est inacceptable. Pilar a l'intelligence de le voir par elle-même. Elle refuse la charité. »« Ce n'est pas de la charité, » l'interrompit sèchement Lydia. « C'est son droit. » »« Elle n'a pas l'air de le penser, » répliqua Georges. Le superintendant Sugden et Hercule Poirot firent diversion en entrant en trombe. Le premier embrassa l'assemblée du regard. « Où est monsieur Fer ? Je voudrais lui dire un mot. » Avant que quiconque ait eu le temps de lui répondre, Poirot s'écria. « Où est la señorita Estravados ? »
partie faire ses bagages, à ce qu'elle prétend, répondit George Lee, sans pouvoir dissimuler sa satisfaction. Elle en a apparemment assez de la famille anglaise. Poirot se retourna d'un bond. « Venez, dit-il à Sugden. Au moment où les deux hommes sortaient dans le hall, on entendit au loin un choc sourd, suivi d'un hurlement. « Vite! Venez !» cria Poirot. Ils se précipitèrent vers l'escalier qu'ils grimpèrent 4 à 4. La porte de la chambre de Pilar était ouverte et un homme se tenait sur le seuil. Au bruit de leur course, il tourna la tête. C'était Stephen Fair. « Elle n'a rien, dit-il simplement. Pilar était recroquevillée contre le mur de sa chambre, les yeux rivés par terre, là où gisait une grosse boule de pierre. Elle haletait. Elle était posée en équilibre sur le haut de ma porte. Elle m'aurait écrasé la tête si ma jupe ne s'était pas prise dans un clou et ne m'avait pas retenue au moment où j'entrais. Poirot s'agenouilla pour examiner le clou. Un fil de tweed rouge y était resté accroché. Il leva les yeux et hocha gravement la tête. « Ce clou, mademoiselle, vous a sauvé la vie. » Le superintendant semblait dépassé. « Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie ?» s'exclama-t-il, hagard. « Quelqu'un a essayé de me tuer, dit Pilar, dont la tête dodelinait. Le superintendant Sugden regarda la porte. « Le coup du seau d'eau, dit-il. Une vieille plaisanterie de chambrée, mais là, c'était pour tuer. C'est le second crime projeté dans cette maison. Mais cette fois, la combine n'a pas marché. »« Dieu merci, vous n'avez rien, dit Stephen Fair, d'une voix enrouée. Pilar leva les yeux au ciel, les bras au ciel dans un grand geste d'imploration. « Madre de Dios !» s'écria-t-elle. « Pourquoi pourrait-on bien vouloir me tuer, moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Hercule Poirot prit un ton grave. « Vous feriez mieux, mademoiselle, de vous demander qu'est-ce que je sais. » Elle le fixa sans comprendre. « Moi ? Mais je ne sais rien du tout. »« C'est là que vous vous trompez, répondit Poirot. Dites-moi, mademoiselle Pilar, où étiez-vous au moment du meurtre ? Vous n'étiez pas dans cette chambre. »« J'y étais, je vous l'ai dit. »« Oui, susurra le superintendant Sugden avec une douceur trompeuse. Mais vous avez menti en disant cela, et vous le savez. Vous nous avez dit que vous aviez entendu votre grand-père crier. Mais vous n'auriez pas pu entendre si vous aviez été ici. Monsieur Poirot et moi l'avons vérifié hier. » Pilar étouffa un petit cri de stupeur. « Vous étiez quelque part, beaucoup plus près de sa chambre, poursuivit Poirot. Je vais vous dire où je crois que vous étiez, mademoiselle. Vous étiez dans l'alcôve avec les statues, tout près de la chambre de votre grand-père. »« Oh ! Comment savez-vous ça ?» sursauta Pilar, suffoquée. Poirot eut un petit sourire. « Monsieur Fair vous a vu. »« Moi ? Absolument pas, s'écria Stephen. C'est totalement faux. »« Je vous demande pardon, monsieur Fair, répliqua Poirot. Mais vous l'avez bel et bien vu. Rappelez-vous votre impression qu'il y ait là non pas 2, mais 3 statues. Une seule personne portait une robe blanche cette nuit-là, mademoiselle Estravados. La 3e silhouette, c'était elle. N'est-ce pas, mademoiselle ? » Après quelques instants de réflexion et d'hésitation, Pilar finit par avouer. « Oui, c'est vrai. »« À présent, mademoiselle, reprit Poirot avec douceur, dites-nous toute la vérité. Pourquoi étiez-vous là ? » J'ai quitté le salon après le dîner en me disant que j'allais monter voir mon grand-père. J'étais persuadée que ça lui ferait plaisir. Mais quand j'ai tourné dans le couloir, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre à sa porte. Je ne voulais pas qu'on me voie parce que je savais que mon grand-père ne voulait pas de visite ce soir-là. Je me suis cachée près des statues, pour le cas où la personne devant la porte se retournerait. Et puis, tout d'un coup, j'ai entendu des bruits horribles, des tables et des chaises. Elle agita les mains. Tout ce qui tombait se fracassait. Je n'ai pas bougé. Je ne sais pas pourquoi. J'avais peur. Et puis, il y a eu un hurlement terrible. Elle se signa.
Et mon cœur s'est arrêté de battre, et j'ai pensé, quelqu'un est mort. Et ensuite, les gens sont arrivés en courant dans le couloir, et j'ai fini par sortir les rejoindre. Le superintendant Sugden prit une voix cassante. Vous n'avez rien dit de tout cela quand nous vous avons interrogé. Pourquoi? Pilar secoua la tête d'un air sagace. Ce n'est jamais bon de trop en dire à la police. Vous comprenez? Je me suis dit que si j'avouais que j'étais tout près, vous y alliez croire que c'est moi qui l'avais tué. Alors j'ai dit que j'étais dans ma chambre. Tout ce qu'on gagne à mentir, la sermonna Sugden, c'est d'attirer sur soi les soupçons. Pilar, dit Stephen Fair. Oui? Qui avez-vous vu devant la porte quand vous avez tourné dans le couloir? Dites-le nous. Oui, appuya Sugden, dites-le nous. La jeune fille hésita un moment. Ses yeux s'ouvrirent tout grands, puis s'étrécirent. Enfin, elle déclara lentement. Je ne sais pas qui c'était. Il faisait trop sombre pour voir, mais c'était une femme. Chapitre 5. Le superintendant Sugden promena son regard sur les cercles du visage. Depuis le début de l'enquête, il n'avait jamais été aussi près de manifester de l'irritation. C'est tout à fait irrégulier, monsieur Poirot. C'est une petite idée à moi, répondit celui-ci. Je désire partager avec tout le monde la connaissance que j'ai acquise. Après quoi, je demanderai à chacun son concours, et ainsi, nous parviendrons à la vérité. Des tours de cirque, marmotta Sugden. Il se renfonça dans son fauteuil. Et Poirot commença. Avant tout, je crois que vous avez une explication à demander, monsieur Fair. À monsieur Fair. La bouche bée de Sugden se durcit. J'aurais préféré un moment plus discret, dit-il. Néanmoins, je n'y vois pas d'objection. Il tendit le câble à Stephen Fair. À présent, monsieur Fair, ainsi que vous vous faites appeler, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ceci. Stephen Fair prit le câble. Levant les sourcils, il le lut lentement à voix haute. Puis, en s'inclinant, il le rendit au superintendant. Oui, c'est plutôt accablant, n'est-ce pas? C'est tout ce que vous trouvez à dire, rétorqua M. Sugden. Je dois vous avertir que vous n'êtes pas tenu de faire une déclaration sans la présence. Stephen Fair l'interrompit. Vous n'avez pas besoin de m'avertir, superintendant. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Oui, je vais vous donner une explication. Elle n'est pas très bonne, mais c'est la vérité. Il fit une pause, puis commença son récit. Je ne suis pas le fils d'Ebenezer Fair, c'est vrai, mais j'ai très bien connu le père et le fils. Maintenant, essayez de vous mettre à ma place. À propos, mon vrai nom est Stephen Grant. Je débarquai dans ce pays pour la première fois de ma vie. J'étais déçu. Tout me paraissait terne et froid, les gens, les choses, tout. Et puis, je suis monté dans un train et j'ai vu une fille. Inutile de tourner autour du pot. J'ai eu le coup de foudre. C'était la plus jolie créature du monde et aussi la plus inattendue. J'ai bavardé avec elle pendant un moment et je me suis juré de ne pas la perdre de vue. Comme je quittais le compartiment, mes yeux sont tombés sur une étiquette de sa valise. Son nom ne me disait rien, mais l'adresse où elle allait, si. J'avais entendu parler de Gorston Hall, et je connaissais tout de son propriétaire. C'était l'ancien associé d'Ebenezer Fair, et le vieil Ebb était intarissable à son sujet, et ne cessait de clamer à quel point il était un personnage haut en couleur. Bref, l'idée m'est venue de me rendre à Gorston Hall en me faisant passer pour le fils d'Ebb. Comme le dit le câble, il était mort depuis 2 ans, mais j'entendais encore le vieil Ebb me répéter qu'il n'avait plus de nouvelles de Siméon Lee depuis des années. Et j'ai fait le pari que Lee ne serait pas au courant de la mort du fils d'Ebenezer. En tout cas, je trouvais que le jeu en valait la chandelle.
Mais vous n'avez pas tenté le coup tout de suite, fit remarquer Sugden. Vous êtes resté 2 jours au King's Arms, à Huddersfield. Je réfléchissais, je pesais le pour et le contre, dit Stephen. En fin de compte, je me suis décidé. L'aventure était tentante. Et ça a marché comme sur des roulettes. Le vieux m'a accueilli le plus amicalement du monde et m'a demandé aussitôt de rester chez lui. J'ai accepté. Voilà, superintendant, toute mon explication. Si elle vous défrise, rappelez-vous les beaux jours où vous étiez amoureux et demandez-vous si vous ne vous êtes jamais livré à quelque gaudriole. Quant à mon vrai nom, comme je vous l'ai dit, c'est Stephen Grant. Vous pouvez câbler en Afrique du Sud pour vérifier, mais permettez-moi de vous le dire, vous allez découvrir que je suis un citoyen parfaitement respectable. Je ne suis ni un escroc, ni un voleur de bijoux. Je n'ai jamais pensé que vous l'étiez, dit doucement Poirot. Le superintendant se caressait la mâchoire avec circonspection. Il va falloir que je vérifie tout ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous n'avez pas raconté votre petite histoire après le meurtre, au lieu de nous servir ce tissu de mensonges. Stephen eut un sourire désarmant. Parce que je me suis conduit comme un crétin. Je pensais m'en tirer en douce. Je me disais que si j'admettais que j'étais ici sous un faux nom, ça aurait eu l'air louche. Si je n'avais pas été le roi des imbéciles, j'aurais deviné que vous alliez câbler à Johannesburg. Eh bien, monsieur Ferr, enfin Grant, je ne dis pas que je ne crois pas à votre histoire, conclut Sugden. De toute façon, elle ne tardera pas à être confirmée ou infirmée. Il jeta un coup d'œil interrogateur à Poirot, qui reprit la parole. Je crois que Mrs. Travados a quelque chose à dire. Pilar était devenue très pâle. C'est vrai, souffla-t-elle. Je ne vous l'aurais jamais dit, si ce n'était à cause de Lydia et de l'argent. Venir ici me fait passer pour une autre, et jouer la comédie, c'était très amusant. Mais quand Lydia a dit que l'argent était à moi, et que ce n'était que justice, alors ça a été différent. Ça ne m'a plus amusé du tout. Mais de quoi parlez-vous, Pilar? Je ne comprends pas, dit Alfred, complètement égaré. Vous pensez que je suis votre nièce, Pilar Estravados? Mais ce n'est pas vrai. Pilar a été tuée quand je traversais l'Espagne avec elle. Une bombe est tombée sur notre voiture et elle a été touchée, tandis que moi, je n'avais rien. Je la connaissais pas très bien, mais elle m'avait tout raconté sur votre compte. Comment son grand-père l'avait fait rechercher pour la ramener en Angleterre, et à quel point il était riche. Moi, je n'avais pas un sou, et je ne savais ni quoi faire, ni où aller. Et je me suis dit tout d'un coup, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas le passeport de Pilar pour aller en Angleterre à sa place et devenir richissime? Un grand sourire illumina son visage. Oh, c'était excitant de me demander si je réussirais. En photo, nous n'étions pas trop dissemblables, mais quand on m'a demandé mon passeport ici, j'ai ouvert la fenêtre et je l'ai jeté dehors. Et en courant le récupérer, j'ai frotté un peu de terre sur la photo parce qu'à la douane, ils ne regardent pas de très près. Mais ici, ils auraient pu. Alfred Lee l'interrompit avec colère. Vous voulez dire que vous êtes présenté à mon père comme sa fille et que vous êtes joué de ses sentiments? Pilar affichait toute la satisfaction du monde. Oui, j'ai vu tout de suite que je pourrais l'amener à m'aimer beaucoup. Georges Lee explosa. Inconcevable, bredouilla-t-il. Criminel! Tenter d'extorquer l'argent par des moyens frauduleux. Ce n'est pas à toi qu'elle en aurait extorqué, mon vieux, intervint Harry Lee. Pilar, je me range à vos côtés. Je m'incline devant votre culot et, foutre Dieu, je ne suis plus votre oncle désormais. Ça me laisse les mains libres. Pilar regarda Poirot. Vous le saviez? Depuis quand le savez-vous? Mademoiselle, dit Poirot en souriant, si vous aviez étudié les lois de Mendel, vous sauriez que deux personnes aux yeux noirs, vous sauriez que deux personnes aux yeux bleus risquent fort peu d'avoir un enfant aux yeux noirs. Votre mère était, j'en suis convaincu, une personne aussi chaste que respectable.
Il s'ensuivait ipso facto que vous n'étiez pas Pilar Estravados. Quand vous avez fait votre numéro du passeport, j'en ai été certain. C'était ingénieux, mais vous voyez, pas tout à fait assez ingénieux. C'est le tout qui n'est pas tout à fait assez ingénieux, gronda le superintendant d'une voix maussade. Pilar écarquilla les yeux. Je ne comprends pas. Vous nous avez servi une histoire, continua Sugden, mais il y a encore plein d'autres choses que vous ne nous avez pas racontées. Fichez-lui la paix, s'écria Stephen. Le superintendant Sugden ne se laissa pas impressionner. Il poursuivit. Vous nous avez dit que vous étiez monté dans la chambre de votre grand-père après le dîner. Vous prétendiez avoir agi sur le coup d'une impulsion. Mais je vais vous suggérer autre chose. C'est vous qui avez volé ces diamants. Vous les avez eus entre les mains. À l'occasion, peut-être les avez-vous retirés du coffre sans que le vieux vous voie. Quand il s'est aperçu que les diamants n'y étaient plus là, il a compris tout de suite que seules 2 personnes avaient pu les prendre. L'une d'elles était Horbury, qui aurait pu mettre la main sur la combinaison et se glisser dans la chambre pendant la nuit. L'autre personne, c'était vous. Monsieur Lee a aussitôt pris les mesures. Il m'a téléphoné et m'a prié de passer le voir. Puis, il vous a fait dire de monter chez lui aussitôt après le dîner. Vous êtes monté, et il vous a accusé de vol. Vous avez nié, il a insisté. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Il a peut-être compris que vous n'étiez pas sa petite fille, mais une très habile petite voleuse. Et, en tout cas, les jeux étaient faits. Vous alliez être démasqué, et vous vous êtes jeté sur lui avec un couteau. Il y a eu lutte, et il a crié. Vous aviez le dos au mur, vous vous êtes précipité hors de la chambre, vous avez tourné la clé de l'extérieur, et puis, sachant que vous ne pouviez pas vous enfuir avant que les autres arrivent, vous vous êtes glissé dans le renfoncement, à côté des statues. Pilar se mit à crier d'une voix aiguë. « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas volé les diamants. Je n'ai pas tué. Je le jure sur la Vierge Marie. » « Alors qui l'a fait ?» aboya Sugden. « Vous dites que vous aviez vu une silhouette devant la porte de M. Lee. D'après votre récit, cette personne serait le meurtrier. Personne d'autre n'est passé devant les statues. Mais nous n'avons pas votre parole, que votre parole pour savoir qu'il y avait là une silhouette. En d'autres termes, vous avez inventé tout ça pour vous disculper. »« Bien sûr qu'elle est coupable, s'écria George Lee. C'est assez clair. J'ai toujours dit et répété que c'était un étranger qui avait tué mon père. C'est une absurdité sans nom de prétendre qu'un membre de la famille aurait pu faire une chose pareille. Ce ne serait pas naturel. » Poirot s'agita sur son siège. « Je ne suis pas d'accord avec vous. Si l'on considère le caractère de Siméon Lee, ce serait au contraire la chose la plus naturelle du monde. Hein ?» Mâchoire pendante, Georges dévisageait Poirot. « Et selon moi, poursuivit ce dernier, c'est effectivement ce qui s'est passé. Siméon Lee a été tué par sa propre chair et son propre sang, pour une raison qui était bonne et suffisante aux yeux du meurtrier. »« L'un de nous !» cria Georges. « Je vous interdis !» La voix de Poirot l'interrompit, dure comme de l'acier. « Chacun de vous, ici, ferait un bon coupable. Nous commencerons par vous, monsieur George Lee. Vous n'éprouviez aucune affection pour votre père. Vous restiez en bons termes avec lui uniquement pour l'argent. Le jour de sa mort, il a menacé de réduire votre rente. Vous saviez qu'à sa mort vous hériteriez sans doute d'une somme substantielle. Voilà pour le mobile. Après dîner, vous êtes allé, dites-vous, téléphoner. Vous avez bien téléphoné, mais la communication n'a duré que 5 minutes. Après cela, vous pouviez facilement monter dans la chambre de votre père, bavarder avec lui, puis l'attaquer et le tuer. Vous avez quitté la chambre et tourné la clé de l'extérieur, espérant ainsi mettre le crime sur le dos d'un cambrioleur. Seulement, vous avez omis,
La panique, sans doute. De vous assurer que la fenêtre était bien ouverte pour appuyer la théorie du cambriolage. C'était stupide de votre part. Mais pardonnez-moi de vous le dire tout net. Vous êtes un homme assez stupide. Néanmoins, conclut Poirot, après une courte pause au cours de laquelle Georges essaya de proférer un son sans y parvenir, beaucoup d'hommes stupides ont été des criminels. Il se tourna vers Magdalen. Madame aussi avait un mobile. Je pense qu'elle a des dettes, et le ton de certaines remarques de votre père peut l'avoir alarmée. Elle non plus n'a pas d'alibi. Elle est allée téléphoner, mais elle n'a pas téléphoné. Et nous n'avons que sa parole pour savoir ce qu'elle a fait en réalité. Et puis, il y a monsieur David Lee. On nous a parlé à maintes reprises du caractère vindicatif et de la longue mémoire qui caractérisait les Lee. Monsieur David Lee n'a ni oublié ni pardonné la façon dont son père a traité sa mère. Une dernière moquerie à l'égard de sa morte a pu être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il paraît que monsieur David Lee jouait du piano au moment du meurtre. Par coïncidence, il jouait la marche funèbre. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui jouait cette marche funèbre, quelqu'un qui savait ce que David allait faire et qui approuvait cette action. C'est là une suggestion infâme, dit Hilda Lee, sans se départir de son calme. Poirot se tourna vers elle. Je vais vous en faire une autre, madame. C'est votre main qui a accompli le forfait. C'est vous qui vous êtes glissé au premier pour exécuter un homme que vous jugiez au-delà de tout pardon humain. Vous êtes de ces gens, madame, qui peuvent être terribles dans la colère. Je ne l'ai pas tué, dit Hilda. Le superintendant Sugden tonna soudain. Monsieur Poirot a tout à fait raison. Tout le monde aurait pu le tuer, sauf monsieur Alfred Lee et monsieur Harry Lee, et madame Alfred Lee. Je n'accepterai même pas ces trois-là, dit benoîtement Poirot. Oh, voyons, monsieur Poirot, protesta le superintendant. Et les charges contre moi, quelles sont-elles, monsieur Poirot demanda Lydia Lee. Elle souria un peu, les sourcils ironiquement levés. Poirot s'inclina. Je passe sur votre mobile, madame. Il est assez évident. Pour le reste, vous portiez l'autre robe. Il est assez évident. Pour le reste, vous portiez l'autre soir une robe de taffetas avec une cape au motif très particulier. Je vous rappellerai que Tressilian, le majordome, est myope. Les objets lointains sont vagues et flous pour lui. Je vous ferai également remarquer que votre salon est vaste et éclairé par des lampes très tamisées. Ce soir-là, une minute ou deux avant qu'on entende le cri, Tressilian est entré dans le salon pour desservir le café. Il vous a vu, croit-il, dans une attitude familière devant la fenêtre du fond, à moitié dissimulée par de lourdes tentures. Il m'a pourtant bel et bien vu, insista Lydia Lee. Je vous suggère que ce qu'il a discerné n'était peut-être que l'étole de votre robe, disposée pour qu'on la voie contre le rideau, comme si vous étiez là en personne. Lydia s'insurgea. Je me tenais là. Alfred s'importa. Comment osez-vous suggérer? Harry l'interrompit. Laisse-le continuer, Alfred. C'est notre tour après. Comment le cher Alfred a-t-il pu tuer son père bien-aimé, selon vous, alors que nous étions ensemble dans la salle à manger à ce moment-là? Poirot le gratifia d'un sourire radieux. Ça, c'est très simple. Un alibi gagne de la force quand il est donné à contre-cœur. Votre frère et vous êtes en mauvais termes, c'est connu. Vous ne perdez pas une occasion de vous payer sa tête en public. Et lui, il se ferait triper plutôt que de dire du bien de vous. Mais imaginons que tout cela fasse partie d'un habile complot. Supposons qu'Alfred Lee soit fatigué de faire les 36 volontés d'un tyran. Supposons que vous soyez rencontrés en cachette, il y a de ça quelque temps. Votre plan a été arrêté. Vous arrivez à la maison,
Alfred semble ne pas apprécier votre retour. Il laisse voir sa jalousie et son antipathie à votre égard. Vous étalez votre mépris au sien. Et puis, vient la nuit du meurtre, que vous avez si ingénieusement projeté ensemble. L'un de vous deux reste dans la salle à manger, parlant tout fort, haussant le ton peut-être pour faire croire à une querelle. L'autre grimpe l'escalier et commet le crime. Alfred bondit sur ses pieds. « Espèce de salopard !» s'étrangla-t-il. Sugden regarda Poirot avec des yeux ronds. « Vous voulez vraiment dire que… » La voix de Poirot se fit impérieuse. « Il fallait que je vous montre les possibilités. Ce sont les choses qui auraient pu arriver. Ce qui s'est réellement passé, on ne peut le dire qu'en allant au-delà des apparences, au cœur de la réalité. » Il fit une pause, puis reprit lentement. « Comme je l'ai déjà dit, nous devons en revenir à la personnalité de Siméon Lee lui-même. » Chapitre 6. Il y eut un court moment de silence. Assez curieusement, toute indignation, toute fureur semblait s'être dissipée. Hercule Poirot tenait son public sous le charme de sa personnalité. Il le regardait, fasciné, tandis que, lentement, il reprenait son exposé. Tout est là, voyez-vous. La victime est le centre et la clé du mystère. Nous devons sonder profondément le cœur et l'âme de Siméon Lee et analyser ce que nous y trouverons. Car un homme ne vit pas ni ne meurt pour lui seul. Ce qu'il a, il le transmet à ceux qui viennent après lui. Qu'avait donc Siméon Lee à léguer à sa descendance? L'orgueil, tout d'abord. Un orgueil frustré chez le vieillard par la déception que lui causaient ses enfants. La patience, ensuite. On nous a dit que Siméon Lee était capable d'attendre des années l'occasion de se venger de ceux qui lui avaient fait du tort. Nous voyons que c'est le fils qui lui ressemblait le moins physiquement qui a hérité de ce trait de caractère. David, lui, est lui aussi capable d'entretenir son ressentiment des années durant. À l'opposé, Harry Lee est le seul des enfants de Siméon Lee qui lui ressemble physiquement. Cette ressemblance est très frappante quand on examine le portrait de Siméon Lee, jeune homme. Le même nez aquilin, même ligne dure de la mâchoire, même porte de tête. Harry a en outre hérité des tics de son père. Cette habitude, par exemple, de renverser la tête pour rire, et aussi cette caresse du doigt le long de la mâchoire. Tous ces éléments à l'esprit, et bien convaincu que le meurtre avait été commis par une personne étroitement liée à la victime, j'ai étudié les membres de la famille d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire que j'ai essayé de déterminer lesquels étaient des criminels potentiels psychologiquement vraisemblables. Selon moi, seules 2 personnes entrent dans cette catégorie. Alfred Lee et Hilda Lee, la femme de David. Je ne retiens pas David lui-même parmi les meurtriers possibles. Je ne crois pas qu'un individu d'une sensibilité aussi frémissante aurait pu supporter les fusions de sang qui résultent d'un égorgement. George Lee et sa femme, je les écarte également. Quel que puisse être leur désir profond, je ne crois pas qu'il soit dans leur tempérament de prendre un risque. Ils sont tous les deux essentiellement prudents. Madame Alfred Lee, j'en ai l'intime conviction, est totalement incapable d'un acte de violence. Elle est d'un naturel par trop ironique. À propos de Harry Lee, j'ai hésité longtemps. Il a bien cette agressivité d'allure, mais j'étais pratiquement certain qu'en dépit de son bluff et de ses airs bravaches, Harry Lee est au fond un faible. Cela, je le sais à présent, était aussi l'opinion de son père. D'après lui, Harry ne valait pas mieux que les autres. Il ne me restait plus que 2 personnes déjà mentionnées, Alfred Lee,
est un homme capable d'un très grand dévouement. Un homme qui a rongé son frein et s'est pendant des années soumis à la volonté d'un autre. Il n'est jamais exclu, dans de telles conditions, qu'un ressort finisse par craquer. De plus, il peut avoir nourri à l'encontre de son père un grief soudain qui, au fil du temps, et faute d'avoir jamais pu s'exprimer, n'a fait que croître et embellir. Ce sont les gens les plus doux et les plus calmes qui sont souvent capables de la violence la plus brutale et la plus inattendue. Et ce pour la bonne raison que quand ils perdent le contrôle sur eux-mêmes, ils le perdent complètement. L'autre personne que j'estimais capable d'un crime était Hilda Lee. Elle était du genre qui peut, en certaines occasions, se substituer à la justice, et sans que ce soit jamais pour des raisons égoïstes. De telles personnes passent sans transition du rôle de juge à celui du bourreau. On trouve des caractères de ce type dans l'Ancien Testament. Yaël et Judith, par exemple. À ces points de mes réflexions, j'ai réexaminé les circonstances du crime lui-même. Et la première chose frappante, ce qui saute à la figure, s'il est permis de s'exprimer ainsi, ce sont les circonstances extraordinaires du meurtre. Rappelez-vous cette chambre où gisait le cadavre de Siméon Lee. Si vous vous en souvenez, il y avait une table massive et un lourd fauteuil renversé, une lampe, des vases en porcelaine, des verres, etc. Mais le plus surprenant restait le fauteuil et la table. Ils étaient en acajou massif. On imagine mal comment des meubles d'un tel poids auraient pu être renversés au cours d'une lutte. Quelle qu'ait été sa violence. Enfin, entre ce frêle vieillard et son agresseur. Tout cela paraissait irréel. Et pourtant, aucune personne sensée ne serait allée organiser une telle mise en scène, à moins que Siméon Lee n'ait été tué par un homme très fort qui voulait donner l'impression que l'agresseur était une femme, ou quelqu'un d'aussi faible que le vieil homme. Mais une telle hypothèse n'avait rien pour convaincre, puisque le vacarme de cette mise en scène allait forcément donner l'alarme, et que le meurtrier aurait très peu de temps pour s'enfuir. L'intérêt du meurtrier, quel qu'il soit, était certainement de couper la gorge de Siméon Lee le plus silencieusement possible. Un autre détail extraordinaire était la clé, tournée vers la serrure de l'extérieur. Là encore, il semble n'y avoir aucune raison à un tel procédé. Cela ne pouvait suggérer un suicide, puisque rien dans cette mort ne s'accordait avec l'idée d'un suicide. Ce n'était pas pour suggérer une fuite par les fenêtres, puisque les fenêtres étaient bloquées, de telle sorte que toute retraite par là était impossible. De plus, une fois encore, cela demandait du temps qui devait être compté au meurtrier. Il y avait encore un indice incompréhensible, un morceau de caoutchouc découpé dans la trousse de toilette de Siméon Lee et une petite cheville en bois que m'a montré le superintendant Sugden. Il avait été ramassé sur le sol par une des dernières personnes à être entrées dans la pièce. Là encore, ces objets n'avaient aucun sens. Ils ne voulaient absolument rien dire, et pourtant, ils étaient là. Le crime, vous le voyez, devient de plus en plus incompréhensible. Il n'obéit à aucun ordre, aucune méthode. Et, pour tout dire, il n'est pas raisonnable. À ce stade, surgit une autre difficulté. Le superintendant Sugden a été appelé par la victime. Celle-ci lui a signalé un vol et lui a demandé de revenir 1 heure et demie plus tard. Pourquoi? Si c'est parce que Siméon Lee soupçonne la petite fille et un autre membre de la famille, pourquoi ne lui demande-t-il pas au superintendant Sugden d'attendre en bas pendant qu'il a un entretien avec la personne suspectée? La présence du superintendant dans les murs lui aurait fourni un moyen de pression bien plus efficace. Nous en arrivons ainsi au point où ce n'est pas seulement le comportement du meurtrier qui est extraordinaire, mais également celui de Siméon Lee. C'est alors que je me dis, tout ceci est absurde.
Et pourquoi est-ce absurde? Parce que nous regardons sous le mauvais angle. Nous regardons sous l'angle que le meurtrier cherche à nous imposer. Nous sommes en présence de 3 éléments qui n'ont aucun sens. La bagarre dévastatrice, la clé tournée de l'extérieur et le lambeau de caoutchouc. Mais il doit y avoir une façon de considérer ces 3 éléments qui leur donnerait un sens. Je fais donc le vide dans mon esprit, j'oublie les circonstances apparentes du crime et je considère enfin ces 3 éléments pour ce qu'ils sont. Une bagarre dévastatrice. Qu'est-ce que cela suggère? De la violence, des dégâts, du bruit. La clé? Pourquoi tourne-t-on une clé? Pour que personne n'entre. Mais la clé n'a empêché personne d'entrer, puisque la porte avait été enfoncée presque aussitôt. Pour enfermer quelqu'un dedans? Ou pour laisser quelqu'un dehors? Et le lambeau de caoutchouc? Un morceau de trousse de toilette n'est à tout prendre qu'un morceau de trousse de toilette. Point final. On serait donc tenté de décréter qu'il n'y a rien à tirer de ces 3 éléments. Et pourtant, ce serait, ô combien, inexact. Il en demeure 3 impressions. Bruit, enfermement, absurdité. Cela cadre-t-il avec la personnalité de l'un ou de l'autre de mes 2 coupables possibles? Non. Pour Alfred Lee comme pour Hilda, un meurtre silencieux aurait été infiniment préférable. Perdre du temps à fermer la porte de l'extérieur était absurde. Et quant au petit bout de trousse de toilette, cela ne signifiait toujours strictement rien. Et pourtant, j'ai la conviction profonde qu'il n'y a rien d'absurde dans ce crime, qu'il a été au contraire fort bien préparé et remarquablement exécuté, qu'il est en fait réussi. Et donc que tout ce qui s'était passé était voulu. Et puis, à force de tourner et de retourner tout cela dans ma tête, une première lueur m'est apparue. Du sang. Tant de sang. Du sang partout. Une sorte d'emphase sur le sang. Du sang frais, rouge et brillant. Tant de sang. Trop de sang. Et il me venut là-dessus une autre pensée. Ce meurtre est un meurtre de sang. Il s'explique par le sang. C'est le sang de Siméon Lee qui retombe sur lui. Hercule Poirot se pencha en avant. Les 2 indices les plus subtils dans cette affaire m'ont été fournis, ô bien inconsciemment, par 2 personnes différentes. Le premier, quand Madame Alfred Lee a cité Macbeth. Qui aurait cru que ce vieil homme eût en lui tant de sang? Et l'autre, quand Tressilian, le majordome, s'est laissé aller à ses confidences. Il m'a en effet confié que ses idées se brouillaient, que tout ce qui se produisait lui semblait la répétition de ce qui s'était déjà produit auparavant. C'est un événement très simple qui lui a donné cette étrange impression. Il a entendu la sonnette et est allé ouvrir la porte à Harry Lee. Et puis, le lendemain, il a fait la même chose pour Stephen Fair. Seulement voilà. Pourquoi avait-il cette impression? Regardez Harry Lee et Stephen Fair, et vous verrez pourquoi. Ils se ressemblent de façon stupéfiante. C'est pour cela qu'ouvrir la porte à Stephen Fair était exactement comme ouvrir la porte à Harry Lee. Ça aurait presque pu être le même homme qui se tenait là. Et pas plus tard qu'aujourd'hui encore, Tressilian m'a dit qu'il ne cessait de confondre les gens. Pas étonnant. Stephen Fair a le nez aquilin, l'habitude de rejeter la tête en arrière quand il rit, et ce tic de se caresser la mâchoire du doigt. Examinez attentivement le portrait de Siméon Lee, jeune homme, et vous verrez non seulement Harry Lee, mais aussi Stephen Fair. Stephen s'agita. Son fauteuil craqua. Poirot poursuivit.
Rappelez-vous la sortie de Siméon Lee, sa tirade contre sa famille. Il a dit qu'il était bien sûr d'avoir des fils un peu mieux que vous, même s'ils n'étaient que de sa main gauche. Nous en revenons une fois de plus au caractère de Siméon Lee. Siméon Lee qui plaisait aux femmes et qui a brisé le cœur de la sienne. Siméon Lee qui s'est vanté auprès de Pilar de pouvoir se constituer une jolie garde personnelle rien qu'en ramotant ses bâtards. J'en suis donc arrivé à cette conclusion. Siméon Lee n'avait pas seulement sous son toit sa famille légitime pour les fêtes de Noël, mais aussi le fils de son sang, dont il ignorait jusque-là l'existence, et n'avait donc jamais pu reconnaître. Stephen bondit sur ses pieds. « C'était là la véritable raison, n'est-ce pas ?» dit Poirot. « Pas cette touchante histoire de la jeune inconnue rencontrée dans le train. Vous étiez en route pour Gorston Hall avant de la rencontrer. Vous veniez voir quelle sorte d'homme était votre père. » Stephen était pâle comme la mort. « Oui, je me suis toujours demandé, avouait-il, d'une voix rauque. Ma mère me parlait de lui, parfois. C'en était devenu une sorte d'obsession. Voir à quoi il ressemblait. J'ai donc mis un peu d'argent de côté, histoire de venir en Angleterre. Je n'avais pas l'intention de lui dire qui j'étais, mais de me présenter comme le fils du vieil Ebb. Je suis venu ici pour une seule raison. Voir à quoi ressemblait l'homme qui était mon père. » Le superintendant Sugden manqua de s'étrangler. « Bon Dieu! Et dire que je n'y ai vu que du feu. Mais où avais-je la tête? 2 fois je vous ai pris pour monsieur Harry Lee, et pourtant je n'ai rien compris. » Il se tourna vers Pilar. « Alors c'était ça, n'est-ce pas? C'était Stephen Fair que vous avez vu debout devant la porte. Vous avez hésité, je me souviens. Vous l'avez regardé avant de dire que c'était une femme. Mais c'était Fair que vous aviez vu, et vous êtes bien gardé de le dénoncer. » Il y eut un crissement de soie froissée. Puis, la voix profonde de Hilda Lee s'éleva. « Non, vous vous trompez. C'est moi que Pilar a vu. »« Vous, madame, dit Poirot. »« Oui, c'est bien ce que je pensais. » Hilda poursuivit sans s'émouvoir. « Curieuse chose que l'instinct de conservation. Je ne me serais pas crue si lâche. Me taire uniquement parce que j'avais peur. »« Vous décideriez-vous à parler, madame, maintenant ?» Elle hocha la tête. « J'étais avec David dans la salle de musique. Il jouait. Il était d'humeur très bizarre. J'avais un peu peur, et je mesurais toute l'étendue de ma responsabilité, car c'était après tout moi qui avais insisté pour venir. David s'est mis à jouer la marche funèbre, et j'ai soudain pris ma décision. Tant pis si cela paraissait incongru, j'avais décidé que nous partirions le soir même. Je suis sortie, sans bruit, de la salle de musique, et je suis montée au premier. Je voulais aller trouver M. Lee et lui dire sans détour pourquoi nous ne restions pas. J'ai longé le couloir qui mène à sa chambre et frappé à la porte. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai frappé un peu plus fort. Toujours pas de réponse. J'ai essayé de tourner la poignée, mais la porte était fermée à clé. Et alors, comme je restais là, indécise, j'ai entendu du bruit dans sa chambre. Elle s'interrompit, puis reprit. « Vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité. Il y avait quelqu'un à l'intérieur, en train d'attaquer M. Lee. J'ai entendu les tables et les fauteuils qu'on renversait, et les verres et les vases qu'on brisait. Et enfin, j'ai entendu cet horrible cri d'agonie. Et puis, le silence est retombé. J'étais clouée sur place, je ne pouvais plus bouger. Et puis, M. Fair est arrivé en courant, et Magdalene, et tous les autres. M. Fair et Harry se sont mis à enfoncer la porte. Elle a cédé, et nous avons vu la chambre, et il n'y avait personne dedans, excepté M. Lee qui baignait dans tout ce sang. » Sa voix posée s'éleva d'un ton, et elle s'écria. « Il n'y avait personne à l'intérieur. Personne, vous comprenez. Et personne n'était sorti de la chambre. » Le superintendant Sugden, chapitre 7, pardon. Le superintendant Sugden poussa un soupir issu des tréfonds. « Ou je deviens cinglé, ou c'est vous qui l'êtes tous. Madame Lee,
Ce que vous venez de nous débiter n'a ni queue ni tête. Ça ne tient pas debout. Je vous répète que je les ai entendus se bagarrer là-dedans et j'ai entendu le vieillard hurler quand on lui a coupé la gorge. Mais personne n'est sorti et il n'y avait personne dans la pièce. Et depuis lors, vous ne nous avez pas soufflé un mot de tout cela, murmura Hercule Poirot, le reproche dans la voix. Hilda Lee était très pâle, mais elle répondit d'un ton ferme. Non, parce que si je vous avais raconté ce qui s'était passé, vous n'auriez pu sauter qu'à une seule conclusion, que c'était moi la meurtrière. Poirot secouait la tête. Non, dit-il, vous ne l'avez pas tué. C'est son fils qui l'a tué. Je vous jure devant Dieu que je n'ai pas touché, s'écria Stephen Fair. Pas vous, dit Poirot. Il avait d'autres fils. Harry dévida un chapelet de jurons. George écarquilla les yeux. David se passa la main sur les yeux. Alfred sia par 2 fois. Le tout premier soir de mon arrivée, poursuivit Poirot, le soir du meurtre, j'ai vu un fantôme. C'était le fantôme du mort. Quand j'ai fait la connaissance de Harry Lee, j'ai été troublé. J'avais le sentiment de l'avoir déjà vu ailleurs. Puis j'ai étudié attentivement ses traits et constaté à quel point il ressemblait à son père, et je me suis dit que c'était là que venait cette impression de déjà-vu. Mais hier, un homme assis en face de moi s'est mis à rire en renversant la tête, et j'ai su à qui me faisait penser Harry Lee. Et une fois de plus, j'ai revu sur un autre visage les traits du mort. Pas étonnant que le pauvre vieux Tressilian ait commencé à s'embrouiller après avoir ouvert la porte, non pas 2 fois, mais à 3 hommes qui se ressemblaient étrangement. Pas étonnant qu'il se soit mis à confondre les gens quand il y avait 3 hommes dans la maison qui, en y regardant pas de trop près, pouvaient passer l'un pour l'autre. Même carrure, même geste, l'un en particulier ce geste du doigt sur la mâchoire, même façon de rire, la tête en arrière, même nez busqué, très caractéristique. Et pourtant, la ressemblance n'était pas du tout facile à voir, parce que le 3e homme avait une moustache. Poirot se pencha en avant. On oublie trop souvent que les officiers de police sont des hommes qui ont des femmes, des enfants, des mères aussi, et des pères. Rappelez-vous la réputation de Siméon Lee dans la région. Un homme dont les aventures galantes ont brisé le cœur de sa femme. Un fils de la main gauche peut hériter de beaucoup de choses. Il peut hériter des traits et des gestes de son père. Il peut hériter de son orgueil, de sa patience et de son esprit de vengeance. Il éleva la voix. Toute votre vie, Sugden, vous en avez voulu à votre père, du tort qu'il vous a fait. Je crois que vous aviez décidé depuis longtemps de le tuer. Vous venez du comté voisin, pas très loin d'ici. Aucun doute que votre mère, avec l'argent que lui a si généreusement donné Siméon Lee, a pu trouver un mari qui servirait de père à son enfant. Il était facile pour vous d'entrer dans la police du Middleshire et d'attendre votre heure. Un superintendant de la police est idéalement placé pour commettre un meurtre sans être inquiété. Sugden était blanc comme un linge. « Vous êtes fou! Je n'étais pas dans la maison à l'heure où il a été tué. » Poirot secoua la tête. « Non, et pour cause. Vous l'aviez tué avant de quitter la maison la première fois. Après votre départ, personne ne l'a vu vivant. Pour vous, c'était si facile. Siméon Lee vous attendait, c'est exact, mais il ne vous a jamais demandé de venir. C'est vous qui lui avez téléphoné en évoquant vaguement une tentative de cambriolage. Vous lui avez dit que vous lui rendriez visite juste avant 8 heures le soir même, en prétextant une quête pour les œuvres de la police. Siméon Lee n'a rien soupçonné. Il ne savait pas que vous étiez son fils. Vous êtes venu et vous lui avez raconté une histoire de substitution de diamants. Il a ouvert son coffre pour vous prouver que les diamants étaient bel et bien en sa possession. Vous vous êtes excusé, vous êtes revenu près du feu avec lui, et là, sans crier gare, vous lui avez tranché la gorge, tout en le bâillonnant d'une main pour l'empêcher de crier. Un jeu d'enfant pour un homme de votre gabarit. Et puis, vous avez organisé votre mise en scène.
Vous avez empoché les diamants. Vous avez empilé les tables et les fauteuils, les lampes et les verres. Vous les avez entrelacés d'une très fine cordelette que vous portiez enroulée autour de la taille. Vous aviez sur vous une bouteille de sang d'un animal fraîchement tué, additionnée d'une bonne dose de citrate de sodium. Vous avez aspergé la pièce de ce mélange et ajouté une rasade de citrate de sodium à la mare de sang qui s'échappait de la blessure de Siméon Lee. Vous avez poussé le feu pour que le corps garde sa température. Puis, vous avez passé les deux extrémités de la cordelette par l'étroite ouverture en bas de la fenêtre et vous les avez laissés pendre le long du mur. Vous avez quitté la pièce et tourné la clé de l'extérieur. Ce dernier point était capital, puisque personne ne devait, à aucun prix, entrer dans cette chambre. Sur quoi, vous êtes sorti et vous avez caché les diamants dans le jardin miniature. Si on finissait par les découvrir, là, cela ne ferait que renforcer les soupçons là où vous le vouliez, c'est-à-dire sur les enfants légitimes de Siméon Lee. Un peu avant 9h15, vous êtes revenu et vous êtes glissé jusqu'au mur situé à la fenêtre et vous avez tiré sur la corde. Cela a déséquilibré tout votre savant échafaudage. Les meubles et les vases de porcelaine se sont écroulés avec fracas. Vous n'aviez plus qu'à tirer sur une autre extrémité de la corde avant de la réenrouler autour de votre taille, sous la veste de votre gilet. Mais vous n'aviez pas encore dit votre dernier mot. Il se tourna vers les autres. Chacun de vous se souvient comment il a décrit le cri d'agonie de M. Lee. Ce n'était jamais la même chose. Vous, Monsieur Lee, vous avez parlé du cri d'un homme à l'agonie. Votre femme et David Lee ont utilisé tous les deux la même expression. Une âme en enfer. Madame David Lee, au contraire, a dit que c'était le cri de quelqu'un qui n'aurait pas eu d'âme. Elle l'a décrit comme un cri inhumain, le hurlement d'une bête. C'est Harry Lee qui a approché de la vérité le plus près. Il a dit qu'on aurait cru un cochon qu'on égorge. Vous connaissez ces longues baudruches roses qu'on vend dans les foires, enluminées de caricatures et qu'on appelle cochons qu'on égorge. Quand on les dégonfle, l'air s'en échappe avec un hurlement inhumain. C'était là, Sugden, votre touche finale. Vous aviez disposé l'une de ces baudruches dans la chambre. Elle était bouchée avec une cheville en bois, mais cette cheville était reliée à la cordelette. Quand vous avez tiré sur la cordelette, la cheville est partie, et la baudruche s'est mise à se dégonfler. Dominant alors le vacarme des meubles renversés, a jailli le fameux cri du cochon qu'on égorge. Il se tourna une fois encore vers les autres. Vous comprenez, à présent, ce qu'avait ramassé Pilar Estravados. Le superintendant avait espéré arriver à temps pour récupérer ce lambeau de caoutchouc avant que quelqu'un ne le remarque. Néanmoins, il a pu le reprendre à Pilar assez vite, et de la manière la plus officielle. Mais notez bien cela. Il n'a jamais mentionné cet incident à quiconque. En soi, c'était déjà un fait assez singulier. Je l'ai entendu parler à Magdalen Lee et je l'ai asticoté à ce sujet. Il s'était préparé à cette éventualité. Il avait découpé un morceau de la trousse de toilette de M. Lee, et c'est cela qu'il m'a montré, avec une cheville de bois. Superficiellement, cela répondait à la même description, un bout de caoutchouc et un morceau de bois. Et à première vue, cela n'avait rigoureusement aucun sens. Mais comme un imbécile, je ne me suis pas dit aussitôt « cela n'a aucun sens, donc ça n'a pas pu se trouver là, et le superintendant Sugden me mène en bateau ». Non, j'ai bêtement continué à chercher une explication. Et ce n'est qu'en regardant Miss Estravados jouer au ballon qui a éclaté, et quand elle s'est criée que ça devait être un bout de ballon qu'elle avait ramassé dans la chambre de Siméon Lee, que j'ai découvert la vérité. Vous voyez à présent comme tout concorde, cette bagarre improbable qui est nécessaire pour falsifier l'heure de la mort, cette porte fermée pour empêcher quiconque d'entrer trop tôt, le hurlement d'agonie de la victime. Le crime est à présent logique et raisonnable.
Mais dès l'instant où Pilar Estravados a crié sur les toits sa découverte à propos du ballon, elle est devenue source de danger pour le meurtrier. Et si, de la maison, celui-ci avait entendu cette remarque, ce qui était des plus vraisemblables, car elle a la voix haute et claire, et les fenêtres étaient ouvertes. C'est elle qui, par ricochet, se trouvait à son tour en très grand danger. Une fois, déjà, elle avait donné des sueurs froides au meurtrier. Elle avait dit, en parlant du vieux monsieur Lee, « Quand il était jeune, il a dû être très beau. » Et elle avait ajouté, en s'adressant à Sugden, « Comme vous. » Elle l'avait dit tout à fait intentionnellement, et Sugden le savait. Inutile de se demander pourquoi il était devenu pourpre et a failli s'étrangler. C'était tellement inattendu et tellement dangereux pour lui. Après cela, il a espéré pouvoir rejeter la culpabilité sur elle, mais cela s'est révélé plus difficile que prévu, puisque, en tant que petite fille sans héritage du vieil homme, elle n'avait évidemment aucun mobile pour ce meurtre. Plus tard, quand il a entendu de l'intérieur de la maison faire cette remarque au sujet du ballon, il s'est résolu à prendre des mesures désespérées. Il a disposé ce boulet de pierre pendant que nous déjeunions. Heureusement, par une sorte de miracle, il a cette fois manqué son coup. Un silence de mort tomba, puis Sugden s'enquit avec le plus grand calme. « Quand avez-vous eu cette certitude ? » ?»« Je n'ai pas été sûr de moi avant de rapporter ici une fausse moustache et de l'essayer sur le portrait de Siméon Lee. Mais à partir de ce moment-là, le visage qui m'a regardé était le vôtre. » « Qu'il aille rôtir en enfer, tonna Sugden. Je suis content de l'avoir tué. » Et voilà, on arrive à la fin de la 6e partie, et du coup la 7e partie va être le dénouement de l'histoire. Je pense qu'elle va être assez courte. Oui, bah du coup je vais la lire à la suite, comme ça on aura fini le Noël d'Hercule Poirot. 7e partie, le 28 décembre. Pilar, dit Lydia, vous feriez mieux de rester chez nous jusqu'à ce que nous trouvions une meilleure solution. Vous êtes très bonne, Lydia, répondit Pilar d'une petite voix. Vous êtes gentille, vous me pardonnez facilement sans en faire une histoire. Lydia sourit. Je continue de vous appeler Pilar, et pourtant vous avez sans doute un autre prénom. Oui, je m'appelle Conchita Lopez. Conchita est un très joli prénom, lui aussi. Vous êtes vraiment trop gentille, Lydia. Mais il ne faut pas vous inquiéter pour moi. Je vais épouser Stephen et nous allons partir pour l'Afrique du Sud. Eh bien, en voilà une jolie conclusion. Pilar se fit toute douceur et timidité. Puisque vous avez été déjà si gentille, Lydia, croyez-vous que nous puissions revenir un jour passer Noël avec vous et, qui sait, faire partir des quantités de diablotins et de pétards, et manger des tas et des tas de pudding flambés, et accrocher des myriades de boules et des guirlandes dans le sapin, et puis faire des bonhommes de neige. Mais bien sûr, il faut que vous reveniez pour qu'on vous offre un vrai Noël anglais. Ce serait merveilleux, parce que, vraiment, cette année, ça ne correspondait pas du tout à l'idée qu'on peut se faire de Noël. Le souffle fit un instant défaut à Lydia. Non, ça ne correspondait pas à l'idée qu'on peut se faire de Noël. Chapitre 2. Eh bien, au revoir, Alfred, dit Harry. Je crois que tu n'auras plus l'occasion de souffrir de ma présence. Je pars pour Hawaï. J'ai toujours eu envie de vivre là-bas, s'il m'advenait d'avoir 3 sous. Au revoir, Harry, dit Alfred. J'espère que tu t'y plairas. En tout cas, je te le souhaite. Désolé de t'avoir tellement charrié, mon vieux, reprit Harry, mal à l'aise. J'ai un fichu sens de l'humour. Rien à faire pour m'empêcher d'asticoter les gens. Je devrais peut-être apprendre à goûter la plaisanterie, répondit Alfred, non sans effort. Bon, eh bien, salut, dit Harry avec soulagement. Chapitre 3. David, dit Alfred, Lydia et moi avons décidé de vendre la maison. J'ai pensé que tu aimerais peut-être garder certains souvenirs de notre mère. Sa chaise et ce tabouret. Tu étais son préféré.
David hésita un moment. « Merci d'y avoir pensé, Alfred, répondit-il en fin de compte. Mais, tu sais, je ne crois pas que je vais les prendre. Je ne veux rien de cette maison. Je crois préférable de tourner la page une bonne fois pour toutes. »« Oui, je comprends, » dit Alfred. « Tu as sans doute raison. » Chapitre 4. « Eh bien, au revoir, Alfred, » pontifia une dernière fois Georges. « Au revoir, Lydia. Quel terrible moment nous venons de passer. Et il nous reste encore à subir le procès. J'imagine que cette histoire sordide va être rendue publique, je veux dire. Le fait que Sugden soit le fils de notre père. N'estimez-vous pas que l'on pourrait lui suggérer de plaider le communisme viscéral et la haine de mon père en tant que figure de proue du capitalisme? Quelque chose dans ce goût-là? Mon cher Georges, répondit Lydia, vous ne croyez quand même pas qu'un homme comme Sugden va mentir pour nous faire plaisir? Eh bien, non, peut-être pas, en effet. Je vois que ce que vous voulez dire. N'empêche, ce type doit en être fou. Eh bien, encore une fois, au revoir. Au revoir, dit Magdalene. Et si nous allions tous ensemble passer Noël sur la Côte d'Azur ou dans un endroit comme ça l'année prochaine, histoire de nous amuser un peu? Ça dépendra du change, grommela Georges. Chérie, je t'en prie, ne sois pas mesquin. Chapitre 5. Alfred sortit sur la terrasse. Lydia était penchée sur un bac de pierre. Elle se redressa en le voyant. Ouf, soupira-t-il. Ils sont tous partis. Ah, quel bonheur. Tu l'as dit. Il lui sourit. Tu vas être contente de quitter cette maison, non? Pourquoi? Ça te fait de la peine à toi? Non, j'en serais fou de joie. Il y a tant de choses intéressantes que nous pouvons faire ensemble. Continuer à vivre ici, ce serait me rappeler ce cauchemar en permanence. Dieu merci, c'en est fini. Grâce à Hercule Poirot, dit Lydia. Oui, tu sais, c'était vraiment stupéfiant de voir comment tout se tenait une fois qu'il l'a eu expliqué. Je sais. Comme quand tu termines un puzzle et que toutes les pièces biscornues dont tu aurais juré qu'elles ne se casseraient jamais trouvent tout naturellement leur place. Il reste un petit détail qui n'a pas trouvé sa place. Qu'a donc bien pu faire Georges après avoir téléphoné? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Comment? Tu n'es pas au courant? Moi, j'avais deviné tout de suite. Il a fouillé dans tes papiers sur le bureau. Il a... Non, Lydia, personne ne ferait une chose pareille. Georges, si. Dès qu'il est question d'argent, on ne peut plus le tenir. Mais bien sûr, il n'aurait jamais avoué ça, sauf peut-être au pied de l'échafaud. Tu fais un autre jardin? Oui, tu vois? C'est quoi cette fois? Une tentative de reconstruction du paradis terrestre. Mais un paradis terrestre revu et corrigé. Il n'y a pas de serpent, et Adam et Ève sont résolument quadragénaires. Lydia, chérie, dit tendrement Alfred, tu as été si patiente pendant toutes ces années, si bonne avec moi. Oui, mais vois-tu, Alfred, je t'aime, moi. Chapitre 6. Sacrebleu, dit le colonel Johnson. Puis il ajouta. Ça, par exemple. Et puis encore. Bon sang de bonsoir. Il se cala dans son fauteuil et contempla Poirot. Puis, il se prit à geindre. Mon meilleur élément. Mais où va la police? Même les policiers ont leur jardin secret, dit Poirot. Sugden était orgueilleux comme un paon. Le colonel Johnson secoua la tête. Il envoya un coup de pied dans les bûches du foyer pour passer son humeur. Comme je le dis toujours, remarqua-t-il tout à trac, rien ne vaut une bonne flambée. Hercule Poirot se sentait un vent coulis dans son cou et se murmura à in petto. Quant à moi, ce serait plutôt vive le chauffage central.
Et voilà, c'est la fin, puisqu'il y a un second livre en fait. C'est un tome qui comprend deux livres. Donc là, on a fini le Noël d'Hercule Poirot. Et je pense pas que je vais lire le second livre de ce tome qui est Le secret de Chimney. Ça m'intéresse un peu moins sur le principe. Merci pour votre écoute et je vous souhaite des bons moments cocooning et de lecture.